y a un très beau livre qui est sorti il y a quelques mois de Loïc Artiaga, qui a travaillé sur la saga Rocky, qui a une dizaine de films depuis 1976. Il travaille sur la manière dont Rocky a mis en scène le corps masculin, notamment sur les premiers. Le sous-titre du livre, c'est « La revanche rêvée des Blancs ». Et pourquoi revanche? Pour plusieurs raisons propres à la boxe. D'abord parce que à l'époque où Rocky est sorti, c'était des Afro-Américains et des Cubains qui dominaient la boxe mondiale de la tête et des épaules. Et donc les Blancs américains étaient exclus des podiums, sauf exception. Rocky va proposer une sorte d'histoire alternative. Certains auraient aimé que cette histoire soit réelle. Qu'un blanc mette au tapis un afro-américain, qui plus est un peu arrogant, sûr de gagner. Le premier film, il gagne pas le match et le champion reste champion, mais il y a une revanche dans le deuxième film et il le met au tapis, il devient champion du monde alors qu'il était un boxeur quasi anonyme des quartiers populaires de Philadelphie. Il y a un contexte propre à la boxe, mais il y a aussi un contexte qui est l'arrivée de Reagan fin 79, qui a été documenté par ailleurs, notamment par une chercheuse qui s'appelle Suzanne Jeffords, qui a écrit un livre au milieu des années 90 qui s'appelle Hard Bodies, et qui a théorisé la manière dont le cinéma nord-américain des années 1980 a mis en scène un corps essentiellement blanc, exagérément musclé, des corps qui sont gonflés de manière exagérée, prêt à souffrir dur au mal, c'est pas seulement résistant, c'est dur au mal, qui est prêt à s'en prendre plein la figure, et à se relever à chaque fois. Alors Rocky, c'est vraiment l'incarnation de ça, les deux premiers films, il s'en prend plein la tête. Et à chaque fois, il résiste, il est toujours là, c'est un combattant, il se laisse pas aller, qui se relève toujours. En 76, Rocky, c'est un peu le prototype de ça. Il annonce un peu ce qui va se passer dans les années 80. Il y a Schwarzenegger qui va émerger dans les années 80, Bruce Willis et d'autres. Ces corps-là ont une fonction bien précise sur le plan idéologique, d'incarner la revanche de l'Amérique réganienne à travers une certaine vision de la masculinité. Il y a deux choses qui se croisent, qui sont imbriquées, hein, il n'y en a pas un sans l'autre. Il y a la partie masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'un corps masculin enviable? Un corps masculin qui représente ce qu'on appelle la masculinité hégémonique, le modèle dominant de corps masculin. Et il y a la partie discours sur l'Amérique. Le discours sur l'Amérique, c'est de dire exactement la même chose que ce que je viens de dire sur le corps. C'est fini la défaite du Vietnam, c'est fini le gouvernement Carter qu'on a beaucoup accusé d'être efféminé, d'être vendu aux femmes, aux technocrates, aux intellectuels, aux universitaires, bon bref, d'avoir baissé sa culotte devant le reste du monde, tout ce qu'on peut haïr dans l'intelligentsia de la côte Est, disons. Reagan arrive avec un discours qui est « America Great Again ». Make America great again. Et donc l'Amérique est de retour, elle est musclée. Et elle est prête à taper très fort pour montrer qu'elle est la véritable leader de la géopolitique mondiale. Ça me permet de faire le lien avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a le 11 septembre qui est passé par là, et c'est le discours de Bush Junior sur l'Amérique, qui va s'accompagner d'un interventionnisme renouvelé, en Afghanistan, en Irak, etc. Et que depuis les années 2000, on a un regain de ces corps extrêmement musclés. Dans le cinéma américain en général, et occidental, si on intègre Daniel Craig, le plus costaud, c'est le moins qu'on puisse dire, de la dynastie James Bond, qui est plus petit, plus épais, et qui en joue. Pierce Brosnan, après une bagarre, il avait le brushing un peu déplacé, la chemise à reboutonner. J'exagère pas tellement. James Bond de l'ère Craig, c'est poussé à l'extrême dans le dernier, il y a toute cette logique du sacrifice de soi, de la capacité à se relever quoi qu'il arrive, souffrir dans sa chair, d'avoir des marques. Ça c'est nouveau dans James Bond avec Daniel Craig, il est marqué physiquement, et il est marqué de manière violente, visible, on insiste, il y a du sang, il y a du vomi, il y a de la salive, il y a de la sueur. Now the whole world's gonna know that you died scratching my balls. Well, I died. I died? Yes. Because no matter what you do, I'm not going to give you the password, which means your clients are going to hunt you down and cut you into little pieces of meat while you're still breathing.
Because if you kill me, there'll be nowhere else to hide. Il y a toute une génération d'acteurs qui ont épaissi au fil des années 2000. Tom Cruise, Matt Damon, Christian Bale. Puis après, à l'extrême, il y a ces catcheurs qui deviennent acteurs. Dwayne Johnson, Batista, dont les proportions sont complètement délirantes. Qui passent du rôle de la grosse brute méchante dans James Bond et qui, quelques années après, devient le héros du dernier film de zombies de Zack Snyder. Army of the Dead, l'exemple emblématique de tout ce que je viens de raconter. Ils sont tous plus musclés les uns que les autres, même les filles. Il y a aussi des figures féminines dures. Ça, c'est un peu nouveau. Et donc là aussi, après l'attentat de 2001, on retrouve des corps durs, résistants, durs au mal, prêts à se sacrifier. Puis ce discours va pas complètement disparaître, il me semble, avec les 2 mandats Obama, puisque en tout cas le cinéma continue à se faire l'écho de cette Amérique capable de rendre coup pour coup, qui se laissera pas faire et qui va se redresser quoi qu'il arrive. Pour faire le lien plus directement avec la géographie et avec les territoires et avec les paysages, il y a toujours eu un rapport très viril à l'espace. C'est pas nouveau, c'est pas les années 70 ni 2000. Notamment dans le western, à la wilderness, à l'espace à conquérir, qui se présente comme une sorte de nature vierge, en partie féminisée, que des hommes particulièrement virils, costauds, entreprenants, courageux, tout ce qu'on veut, vont conquérir et civiliser. John Wayne étant un dur à cuire, qui prononce le moins de mots possible, qui assure dans toutes les situations. Let's go home, Debbie. Cette idée d'une virilité exacerbée, elle infuse tout le cinéma nord-américain depuis qu'il existe. Cela étant, il y a diverses manières de présenter cette virilité ou cette masculinité. La virilité du western comme conquête de paysages qui sont emblématiques de l'Amérique, ces grands déserts qui ont été traversés par les pionniers. Et qui sont dans beaucoup de westerns, notamment de John Ford. Et il y a cette réactualisation du rapport intense entre le corps masculin et les espaces sauvages. Un exemple pour faire le lien western et corps dans les années 2000, au début du Mission Impossible 2, il y a une scène emblématique, Tom Cruise escalade à main nue une mesa dans le désert de l'Utah, dans un endroit où c'est très rouge en plus. Il y a tout un travail sur le rouge dans le film, comme couleur de l'érotisme, de l'attraction sexuelle, etc. Tom Cruise, très viril, en débardeur, très beau, n'ayant peur de rien, pendant 2 minutes. Il y a des ralentis, il y a des plans d'ensemble, des plans rapprochés. Tout est mis en scène pour montrer cette force de l'homme musclé, entreprenant, et qui évidemment arrive au sommet sans difficulté. Parce que ça, c'est ses loisirs, c'est pour le fun. Tom Cruise, il apparaît en plein hard body des années 80. Top Gun, entre Tom Cruise et Val Kilmer, c'est un festival de testostérone. C'est presque drôle, c'est un concours de masculinité. On pourrait appeler masculinité toxique aujourd'hui, je sais pas si c'est le terme exact, mais... Donc de types qui n'ont pas d'autre préoccupation que de montrer leurs très gros muscles, ou de montrer ce dont ils sont capables en pilotant leur avion. Ce qui est très proche en réalité. Un historien de cinéma suisse qui s'appelle Charles-Antoine Courcou qui a travaillé sur la relation entre masculinité et technologie. Dans le discours sur la masculinité dominante, comment la technologie est perçue comme une menace, avec une relation ambiguë puisque l'homme, c'est aussi celui qui va être capable de mater la technologie et éventuellement de la soumettre. Conduire un avion qui dépasse le mur du son, c'est vraiment parfaitement viril et capable de maîtriser ce genre de machine. Après, Tom Cruise, il y a aussi tout un discours sur l'Amérique, pas du tout géopolitique, sur la famille. Il y a un très beau livre de Blanchot, c'est Les vies de Tom Cruise.
un très joli livre qui essaie de donner une cohérence à sa carrière et qui montre qu'il y en a une. Mission Impossible, pour comprendre la carrière de Tom Cruise, c'est important parce que ça arrive à un moment où il est devenu parfaitement bankable, il a les moyens d'imposer ses choix. D'ailleurs, ça va être un gros problème sur le tournage du premier, puisque De Palma vient avec l'intention de faire un film, et Tom Cruise réécrit les dialogues avant le tournage. Il y a des moments de tension très forts. Puis au fur et à mesure de la franchise Mission Impossible, il va s'imposer définitivement. Puis on voit qu'il va prendre des gens qui sont pris dans un cadre qu'il ne maîtrise pas complètement, qui sont d'accord pour faire ce qu'il attend en tout cas. On peut revenir à la masculinité parce qu'on voit Tom Cruise épaissir entre le premier et le 6, puis il y a le 7 et le 8 qui arrivent. On le voit faire des cascades de plus en plus absurdes. Le film commence, il s'accroche à un avion au décollage, sans aucune protection. Enfin bon, les cascades deviennent de plus en plus aberrantes. Open the door! How did you get in the plane? Not in the plane! I'm on the plane! Open the door! Benji! Open the door! Yeah, okay. Comme s'il y avait une espèce de surenchère permanente de la plus grosse cascade, la plus dingue que je vais faire, et qui font partie de ce que je disais sur la masculinité, c'est-à-dire qu'il en rajoute et il en rajoute et il en rajoute sans cesse sur ce corps, qui est donc à la fois le corps du personnage et le corps de Tom Cruise, qui est une mise en scène de ce corps de star très masculin, et qui, comme j'ai dit, contient aussi un discours plus général sur la société et sur l'Amérique. Ce qui est intéressant dans la carrière de Tom Cruise, c'est la confusion entre le personnage et l'acteur. Et Mission Impossible incarne ça parce que ça raconte la carrière et les préoccupations de l'acteur, acteur-producteur d'ailleurs, tout autant que ça raconte les évolutions du personnage. Il y a une mise en scène de Tom Cruise, l'acteur, comme étant l'acteur qui se mouille, qui fait les choses pour de vrai. Je sais pas si c'est positif, enfin, le cinéma de toute façon c'est du trucage, donc est-ce que c'est important de faire ça? J'en sais rien. Il y a une scène où il est censé être à la Havane et puis on se rend compte qu'il y est pas. Il est en train de faire sa routine et c'est Tom Cruise qui fait sa routine. C'est pas Ethan Hunt. On voit le corps de Tom Cruise qui est très beau, qui a 50 ans mais qui est toujours très bien entretenu, qui est en train de me dire « Regardez, moi, tous les matins, je fais ça » et c'est pour ça que... Bon. Donc il y a un discours sur l'acteur autant que sur le personnage et disons, son monde diégétique qui crée un brouillage qui est très intéressant, justement. Pourquoi travailler sur le cinéma quand on vient des sciences sociales? Voilà un cas très intéressant où le brouillage entre le cinéma et la vraie vie, si tant est qu'il y en a une, la frontière devient insaisissable parce qu'on a un acteur qui joue sur les deux tableaux et qui se met en scène comme corps masculin, et qui fait des cascades et qui apprend à piloter un hélicoptère et qui va sauter d'une moto en vrai dans le 6e ou le 7e qui sont en tournage, le 7e ou le 8e pardon qui sont en tournage, qui va aller dans l'espace, et c'est Tom Cruise qui le fait quoi. J'ai dit au début que j'étais pas critique, donc je vais essayer de répondre sans être dans le jugement de valeur. Il y a effectivement un choix esthétique, un choix qu'on retrouve dans les James Bond avec Daniel Craig, de tourner avec très peu d'effets spéciaux et avec des acteurs qui effectuent leur cascade. Alors réalisme, ce serait pas le bon terme, mais en tout cas de l'image réelle, de la prise de vue réelle. Refuser le tout effets spéciaux qui a effectivement un peu envahi les franchises super-héros, pas seulement Marvel, DC Comics aussi. Effectivement, il y a une post-production complètement ahurissante, ce qui n'est pas le cas dans les deux franchises James Bond et Mission Impossible. Donc je parle beaucoup parce que j'ai un peu travaillé dessus, hein. C'est pas juste par de ce que je connais le mieux. Ça fait partie de ce discours sur le corps masculin. Le fait qu'on retrouve ces corps très virils, à la fois dans peut-être pas des séries Z, mais en tout cas un cinéma effectivement qui s'adresse à un public moins large, et plus masculin d'ailleurs, sans doute. Dwayne Johnson ou Vin Diesel. Fast and Furious, c'est un public très masculin. Il y a sans doute plein de filles qui vont le voir et qui l'apprécient, mais ça reste un public très masculin. Mission Impossible et James Bond arrivent à élargir le spectre du public qui est touché, en termes de genre, en termes de classe sociale, en termes de pays aussi, par des moyens commerciaux en grande partie, et qui atteignent des scores au box-office ahurissants. Il y a des James Bond qui ont dépassé 1 milliard, un des Missions Impossibles qui a fait des scores du même ordre, et les autres font de très bons scores. Si on regarde les 20 dernières années, il y a plusieurs James Bond et plusieurs Missions Impossibles qui sont dans les 10 succès mondiaux de l'année, quoi. Mission Impossible, c'est pas non plus du cinéma d'auteur. Hein. Ça reste de l'industrie, avec des publics cibles, avec des producteurs qui décident de 90% de ce qui se passe. Tous ces films, quelle que soit leur qualité, qui jouent cette carte des muscles, c'est précisément intéressant. Ça en dit long sur l'importance de cette thématique.